comment gérer et transmettre une maison de famille en limitant les conflits. Vous vous posez des questions sur votre patrimoine ? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre ? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par Le Particulier. Je suis Pauline Janico, journaliste au Particulier, et je consacre cet épisode au cas de Louise, 71 ans, qui vit en région parisienne. Louise a 2 enfants majeurs, une fille et un fils. Côté patrimoine, elle est propriétaire de sa résidence principale, mais aussi d'un domaine familial détenu en indivision avec ses frères et sœurs. C'est une ancienne bâtisse, entourée de terres agricoles et de forêts, d'une valeur totale d'1 million d'euros. Comment gérer un tel domaine en famille ? Quelles sont les solutions pour éviter les blocages ? Par ailleurs, Louise veut commencer à organiser sa succession pour éviter à ses enfants de payer des droits trop élevés. Elle souhaite aussi conserver la maison de famille à laquelle toute sa fratrie est attachée. Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Muriel Gamet. Elle est notaire associée au sein du cabinet Chevreux. Bonjour Muriel Gamet. Bonjour Pauline. Alors Louise et ses frères et sœurs ont hérité d'une maison de famille. Ils sont propriétaires à parts égales et ont chacun des enfants et même parfois des petits-enfants. Comment gérer un tel bien quand on est si nombreux ? Alors, Louise et ses frères et sœurs sont déjà dans une situation d'indivision, c'est-à-dire qu'ils sont déjà propriétaires uniquement d'un pourcentage du bien immobilier, d'une quote-part du bien immobilier. Donc, je ne sais pas combien Louise a de frères et sœurs, mais on va imaginer qu'elle a 3 frères et sœurs. Ils sont 3 au total. Tout, ils sont 3. Donc, ça veut dire qu'ils ont chacun 33% du bien. Exactement. On ne sait pas, dans la situation-là qui nous occupe, s'ils ont signé quelque chose ou pas. On va considérer qu'ils n'ont pas signé de convention d'indivision, ils n'ont pas organisé leur indivision. C'est donc la loi qui s'impose à eux. Oui. Et donc, ça veut dire que dans cette situation très inconfortable, pour vendre, il faut l'unanimité, mais pour entretenir, il faut un accord également des 3, et pour améliorer aussi. Donc, que l'on ait à créer une terrasse ou juste à changer les palissades autour de la maison, il va falloir des accords de tout le monde. Donc, ça peut compliquer en fait les travaux ou le quotidien. Ah, le quotidien déjà et les travaux ensuite. Comment sont répartis les frais quand on est en indivision ? Alors, dans un certain nombre de cas, aujourd'hui dans les maisons de famille, on va vous dire qu'il faut écrire un règlement de jouissance. Le règlement de jouissance, il dit simplement que les frais deviennent proportionnels au temps d'occupation. De la maison. Vous savez, parce que Louise et ses frères, peut-être pas, ils ne vont pas utiliser la maison à concurrence d'un tiers du temps chacun. Et vous allez pourtant chauffer, utiliser l'électricité, consommer de l'eau à chaque fois en fonction de votre utilisation. Donc, pour éviter ces débats déjà sur le quotidien, on vous dira, faites un règlement de jouissance et faites le prorata de présence, c'est ça ? Et de coût du bien qui soit conforme au nombre du jour de présence. Ça permet d'éviter les disputes ou les conflits ? Sur le fait que chacun paye l'électricité de l'autre. D'accord, c'est ça. Et sur les travaux d'amélioration, par exemple ? Pour les travaux d'amélioration, s'il y avait quelque chose d'urgent à faire, mais d'urgence, ça veut dire un trou dans la toiture dû à une averse de grêle. À ce moment-là, n'importe lequel des indivisaires pourra aller solliciter la réparation. Et les frais de réparation seront quand même à la charge des indivisaires. Mais si c'est juste parce qu'il y a de la mousse sur les tuiles et qu'il faut démousser les tuiles, là, on commence à discuter et à se dire il faut qu'on soit tous d'accord. Ouais, Et ça complique un peu le quotidien. Est-ce qu'il y a une façon plus simple de gérer cette maison, une forme juridique plus pratique ? 2 formes juridiques. Soit on reste en indivision et on doit écrire une convention d'indivision qui donnera en fait des pourcentages de décision, c'est-à-dire on dira 2 sur 3 doivent décider qu'il faut démousser le toit. Ouais. Okay. Soit on va se dire, on va organiser de façon encore plus importante cette indivision parce que il faut l'organiser dans sa gestion et on va créer une société civile immobilière. Une SCI. Une SCI. Ça permet quoi ? C'est quoi les avantages de la SCI ? On va apporter le bien à cette société civile immobilière. On va recevoir des parts à concurrence de ce que l'on a. Donc, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient 3. Ils sont chacun propriétaires de 33% du bien immobilier. Ils vont recevoir 33% des parts de la société. Et on va écrire des statuts dans lesquels on va se décider pour dire, pour vendre le bien, quelle majorité on doit être. En général, on va mettre l'unanimité. Pour entretenir le bien de façon courante, eh bien, est-ce qu'on ne donne pas ce pouvoir au gérant ? Comment est-ce qu'on élit le gérant ? Est-ce qu'on ne dit pas que dès lors qu'on est 2 sur 3 d'accord, le gérant peut être élu ?
Et donc, il aura les mains libres pour faire balayer, réparer la fuite d'eau, changer la tuile qui est cassée, réparer les serrures qui sont aujourd'hui abîmées, etc. Et puis, on va se dire, sur des dépenses peut-être plus importantes, on veut améliorer cette fois-ci, on veut créer une piscine, on veut faire un tennis, on veut faire un terrain de paddle, puisque c'est plus dans le terrain de paddle aujourd'hui. Est-ce qu'on doit être d'accord à 2 ou à 3 ? Eh bien, on va tout de suite prévoir dans les statuts quelle est la majorité de cette dépense. Ce qui permet de faciliter toutes les décisions, en fait. Exactement. Plus les statuts seront précis, plus la situation sera régulière. Et on peut être très très fin sur la rédaction, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Exactement, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, on peut tout prévoir par rapport à la situation de la maison, et puis essayer d'être le plus prospectif possible en se disant qu'est-ce qui va se passer demain ou dans 10 ans. Alors on l'a vu, la SCI a beaucoup d'avantages, mais quels sont ses inconvénients ? Alors, la société civile, le premier inconvénient, c'est que si elle est constituée après être propriétaire du bien, ce qui est leur cas, il y a un coût. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, Louise et ses frères et sœurs doivent apporter le bien à une société civile. Apporter, ça veut dire un acte de transfert de propriété. C'est donc un acte qui est publié. Donc, vous allez devoir aller chez le notaire pour pouvoir écrire un acte qui va transférer la propriété à cette nouvelle société. D'accord, c'est payant, évidemment. C'est payant. Deuxième chose, c'est payant au titre du transfert, mais c'est aussi payant au titre de la plus-value. Et donc, si Louise et ses frères ont hérité il y a 5 ans de cette maison-là qui valait 1 million, qui vaut 1 million aujourd'hui, mais qui valait 800 000 à l'époque, ils vont avoir à payer un impôt de plus-value sur les 200 000. D'accord. Et donc, c'est moins confortable. Ouais. Et au quotidien, c'est ça, des frais aussi d'une SCI ? Alors, la société civile, elle nécessite d'avoir une assemblée générale annuelle et évidemment une comptabilité. On n'est pas obligé de recourir à un comptable, un expert comptable, mais il faut qu'il y en ait un qui ait peut-être plus d'appétence pour la comptabilité, qui doive tenir le rôle de comptable. D'accord, il doit s'en charger. On a vu aussi que Louise veut commencer à transmettre son patrimoine à ses enfants. Elle a 71 ans. Que peut-elle envisager concernant cette maison de famille ? Alors, vous savez que 71 ans, c'est un âge clé. Ouais. Il y a des valeurs qui sont relatives à la propriété. Quand on a 71 ans, on commence à se poser la question de savoir si on veut donner cette maison aux enfants ou aux petits-enfants. Quand on veut donner à 71 ans, on ne veut pas forcément perdre la propriété du bien complètement parce qu'on a envie de continuer à y aller. Et en fait, il y a un mécanisme en France qui fait qu'on peut donner ce qu'on appelle la nue propriété et garder l'usufruit. Usufruit plus nue propriété, c'est égal à pleine propriété. Si je garde, moi, l'usufruit Louise, en gardant l'usufruit, je garde le droit de l'habiter gratuitement et de le louer et aussi d'en tirer les revenus. Et en fait, je ne transmets que la nue propriété à mes enfants. Il faut savoir que la loi fiscale nous donne des valorisations. C'est-à-dire que quand j'ai 71 ans, sur un bien qui vaut 100, mon usufruit vaut 30. Et donc, je donne pour 70 à mes enfants. Quand je dis je donne à 70 pour mes enfants, ça veut dire que je ne paye des droits de donation que sur 70 et pas sur 100. Donc, je fais une économie d'impôt. Et comme l'usufruit s'éteint gratuitement au jour de mon décès, eh bien, les enfants ne paieront jamais de droits de succession sur l'usufruit que Louise s'était réservé. Donc, c'est fiscalement avantageux. C'est toujours fiscalement avantageux de transmettre le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ouais. Sachant qu'il y a les abattements entre parents-enfants aussi, également. Mais si elle fait cette opération-là, est-ce que ça empêche de créer une SCI malgré tout ? Non, ça ne l'empêchera pas. C'est juste, ça élargit le nombre de personnes qui devront apporter leurs biens à la société civile. C'est-à-dire qu'on imagine que Louise a fait cette donation à 2 de ses enfants. Elle en a 2. Eh bien, à ce moment-là, Louise et ses 2 enfants devront apporter en même temps que les frères et sœurs de Louise la propriété de cette maison à la société civile. Ouais. Ça demande simplement un accord unanime de tous. C'est-à-dire qu'ils doivent tous se mettre d'accord et réfléchir à s'ils veulent garder cette maison à terme. 100% des propriétaires doivent apporter le bien en même temps et donc il faut qu'il y ait un accord et une bonne entente des enfants de Louise avec leur oncle et tante. C'est important. Et la discussion, elle est importante justement aussi entre Louise et ses 2 enfants ? Oui, parce qu'on est quand même dans une situation où Louise, qui a 71 ans, peut décéder. C'est ses 2 enfants qui deviendront plein propriétaires à sa place, mais ils seront dans une société avec leur oncle et tante. Si les oncles et tantes ont eux-mêmes des enfants, ils vont sans doute eux-mêmes décéder,
ils vont sans doute eux-mêmes en fait transmettre la propriété de leur quote-part à leurs cousins. Et là, vous voyez qu'on va vite passer d'une situation de 3 indivisaires à potentiellement 9 ou 10. Ouais. Donc, la discussion est importante à ce titre-là. Et puis, la deuxième discussion aujourd'hui dans les générations, c'est de se dire, est-ce qu'on a envie d'être propriétaire familialement à l'endroit qui nous a été cher peut-être dans sa jeunesse, mais de la maison en Centre-France, alors qu'aujourd'hui, vous avez un enfant de Louise qui ne jure que par la Corse. À ce moment-là, il va vous expliquer que la transmission de ce bien, c'est très bien, mais en fait, il n'en aura pas l'usage, et de se retrouver dans une situation d'un bien dans lequel il n'aura pas de jouissance, il ne souhaitera pas aller, et en fait, dans lequel il aura une contribution financière sur l'entretien, ne lui intéresse pas. Oui, donc vaut mieux en parler en amont. Toujours. Merci beaucoup pour ces réponses, Muriel Gamet. Je rappelle que vous êtes notaire associé au sein du cabinet Chevreux. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.